Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce 4e épisode de Digital Rehab. 4e épisode encore une fois avec mes comparses. On va commencer par l'ami Robin. Comment vas-tu Robin ? Bonjour Jérôme, je vais très bien. Très content de te retrouver. Retrouver. Donc tu es naturellement venu avec Hugo. Bien Hugo, sûr. comment vas-tu ? Bien, écoute, très bien Jérôme, c'est vrai qu'on commence à être familier maintenant avec ce 4e épisode, donc ça va très bien et toi-même ? Écoute, je vais superbement bien. D'autant plus que, comme subtilement teasé pour l'épisode 3, nous nous retrouvons avec un invité spécial qui est Emmanuel Bina. Emmanuel, on est ravis de te recevoir, ravis de t'accueillir. On te remercie pour ta présence. Comment vas-tu Emmanuel ? Eh ben déjà, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de travailler aussi avec des acteurs du Grand Est, d'une région que j'adore. Je vais très bien et vous avez l'air très en forme, donc je pense que ce podcast annonce de très belles choses. Très belles choses. J'en doute pas un instant. Ok, donc Emmanuel, on va être sur un format naturellement différent de ce que l'on propose. Pour ce qui est Digital Rehab, on est là pour parler des problématiques que tous les utilisateurs du numérique, tous les entrepreneurs peuvent rencontrer. Donc on va gentiment t'amener notre petite liste de questions, mais est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Alors oui, sans problème, je vais essayer de faire simple et efficace. Il y a 3 ans, parce que oui, l'anniversaire, c'était le 20 juillet. Il y a 3 ans, j'ai créé Polskin avec ma mère, le docteur Polinski. Polskin, c'est quoi ? Ce sont des soins experts pour hommes qui sont naturels et fabriqués dans le Grand Est. Bon, là, je le dis parce que on est très entre Grand Est, donc c'est important de le signaler. On ne s'était pas encore localisé, mais tu nous as... Démasqué. On a dévoilé, Eh ben voilà. effectivement. Démasqué. Donc j'ai créé Polskin il y a 3 ans avec ma maman. On a traversé pas mal de choses, des embauches, des désembauches. On s'est mis sur les réseaux sociaux, récemment sur TikTok. On a fait des campagnes ads, on a arrêté de les faire, on les a refait. On s'est lancé sur le B2B avec surtout des pharmaciens, mais aussi des grands magasins, avec une très bonne nouvelle qui est arrivée il y a quelques jours. Je vous en dirai plus après si vous posez la question. Mais en fait, moi, vraiment, mon truc à moi, c'est de tester et toujours tester. Donc, je pense que je peux donner des conseils à des gens qui ont envie de se lancer ou qui se sont déjà lancés par rapport au digital. Peut-être pas aussi bien que vous, mais je vais essayer de le faire. Bah écoute, on est naturellement preneur, puis au moins il y aura un retour d'expérience d'entrepreneur. Ce qui à notre niveau n'est juste que théorique, tu vas pouvoir le matérialiser de manière très pratique ou pratique. Ah bah, je vais essayer. Ok, bah écoute, merci Emmanuel pour cette présentation. J'aimerais t'orienter vers une première question qui serait de détailler le départ de Polskin. Comment ça a été imaginé, concrétisé ? Alors, c'est une question que je trouve hyper intéressante et qui n'est pas souvent posée, alors que c'est là où tout a commencé. Alors déjà, quand on a lancé Polskin, il y a toujours ce qu'on pense et ce qui arrive réellement. Par exemple, rien que la cible. Nous, on pensait toucher des hommes, jeunes cadres dynamiques qui travaillent à la défense, qui va à la salle en sortant du travail. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout le client qu'on a aujourd'hui. Okay. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Pareil, moi, je pensais naïvement qu'en faisant du joli contenu, en le publiant sur les réseaux sociaux, en étant régulier et en travaillant, on allait y arriver très rapidement. Mais c'est faux. Ça se passe pas comme ça. C'est compliqué. C'est un parcours. Donc, il y a un peu la désillusion du début, si je puis dire, parce qu'on a fixé des objectifs, on a fait un business plan. Moi, j'ai fait de la finance d'entreprise en école de commerce, donc j'ai appris à faire des business plans, à faire des reportings financiers, etc. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien parce que j'avais pas d'ancienneté, pas forcément d'expérience. J'ai lancé Polskin, je sortais à peine de l'école, donc c'est pas forcément évident. Et quand on s'éloigne un peu de ce qu'on pensait, bah il y a des moments qui sont compliqués à passer. Et c'est là où on cherche des partenaires pour nous aider. Donc les débuts, un peu l'euphorie du lancement du site qui s'essouffle rapidement parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Enfin moi en tout cas pour Polskin ça s'est passé comme ça. D'accord. Bah écoute, c'est super détaillé et puis c'est complètement transparent. Donc déjà merci pour ça. Ah bah ça, moi, je vais essayer, par contre, de toujours vous dire la vérité. Je vais un peu à contre-courant de ce que vous voyez sur LinkedIn. Avec 1 000 €, j'ai fait 1 million. Je vois pas comment c'est possible, très honnêtement. Donc, je vais essayer d'être honnête.
dans ce que je fais comme retour d'expérience. Ok, on t'en remercie. Ouais. Les garçons, un retour par rapport à cette stratégie initiale? Déjà, je trouve ça cool et hyper honnête de ta part de dire ok, ça a marché, ça a pas marché, voilà, on teste des choses. Et justement, en parlant de choses que tu as testées, tu as dit que dans un premier temps, tu avais une image un peu faite, toute faite, qui n'a pas forcément fonctionné. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour pallier à tout ça, niveau strat, que ce soit strat, est-ce que tu as changé d'axe sur ta strat digitale, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Alors moi, j'ai vraiment... j'apprends en faisant. Et c'est ça qui est un petit peu dur, c'est parce que on apprend en faisant. J'apprends, par exemple, sur le plan... j'ai décidé de m'entourer, donc j'ai décidé de recruter. Ouais. Mais j'ai appris à recruter et j'ai appris à manager en le faisant, parce que j'avais pas d'expérience. Donc moi, ce que je me suis dit très rapidement, c'est Emma, entoure-toi. Tu n'y arriveras pas seule avec ta mère. Ta mère est médecin. Ouais. J'ai fait de la finance d'entreprise. J'ai pas d'expérience. En cosmétique, pas forcément. Heureusement que ma mère l'a. Mais en tout ce qui est e-commerce, pas du tout. Okay. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait s'entourer et c'est ce que j'ai fait. Ok. Et du coup, t'es parti t'as commencé comment? Du coup, t'as embauché directement un CDI? T'as fait comment? T'es passé par... Non, alors d'abord, je me suis dit, je vais prendre contact avec des agences pour faire du ads. Ok. Je vais prendre contact avec des agences, ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à travailler avec Kudak. Okay. Donc moi, pareil. Robin. Ah oui, Théo Lyon, dédicace, s'il m'écoute. J'ai commencé à travailler avec Kudak et alors j'ai rien à dire parce qu'ils étaient assez investis, ils ont fait un travail qui était assez quali, mais ils n'ont pas réussi non plus en amont à trouver les limites qui allaient vite arriver. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais un seul produit à 25 € à l'époque, encore une fois, et ils ont fini par me dire le panier moyen est trop faible, donc on ne pourra pas être rentable. Mais j'avais déjà dépensé les 3 mois de contrat. Donc, un petit peu déçu. Ils n'ont pas trouvé la solution. On a arrêté, mais j'ai quand même appris énormément, puisque j'ai appris à faire des créas, j'ai appris à programmer des ads, comment ça se passe, le réajustement constant que j'ai vite compris également. Ensuite, sur la partie SEO, on a décidé de travailler avec Eskimos. Juste pour replacer, du coup, Kudak, c'est du coup une agence, pour nos auditeurs, c'est une agence de marketing digital relativement connue, donc à sa tête Théo Lyon, dont j'ai déjà parlé. Du coup, vous les retrouverez notamment sur LinkedIn, ils sont assez présents. Et pour le SEO, pour décrire un petit peu, c'est juste simplement le référencement naturel. Donc voilà, pour traduire un peu à nos auditeurs les plus... Très bien. Voilà. Oui, c'est vrai que en fait, à force de faire, on se rend plus compte. Mais donc pour le SEO, on a décidé de travailler avec Eskimos. Et moi, ma chargée de compte, c'était Éléonore. Si jamais elle m'écoute, j'ai adoré travailler avec elle. J'ai beaucoup appris sur le SEO, les structures à chaîne, les balises, etc. Bien, donc c'était un contrat d'1 an qui m'a permis ensuite de me débrouiller toute seule. Donc ça, c'était très bien. Sur la partie ads, suite à Kudak, on a passé un petit temps à essayer de se débrouiller toute seule en comprenant finalement qu'on n'arrivait pas à y arriver longtemps. On a décidé de travailler avec Primelis. Et là, on en pense qu'on en veut, mais je trouve que les gens qui ont 30, 40, 100 comptes à gérer, finalement, on perd un petit peu le lien. Et pour moi, c'est pas ce que je recommanderais parce qu'en fait, on est trop petit dans des entreprises qui comptent des énormes comptes. Donc, on n'est pas la priorité. Et une fois qu'ils n'y arrivent pas, c'est juste... on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas assez de budget. Alors ça, je l'ai entendu, réentendu. Il n'y a pas assez de budget. Je comprends qu'il n'y ait pas assez de budget, mais dans des agences, je pense que quand on est une petite entreprise qui a pas énormément de budget, c'est pas la meilleure solution de passer par des agences. C'est pas aujourd'hui ce que moi je recommanderais. Du moins des grosses agences. Voilà. Oui, parce qu'il faut admettre que tu as pu travailler aussi bien qu'avec Kudak qu'Eskimos, et c'est un petit peu les référents. C'est carrément la Champions League en termes de... Alors peut-être que quand tu as commencé, c'était 2020. C'était il y a 3 ans, donc Kudak n'en était pas là où ils en sont aujourd'hui non plus. Mais Eskimos était déjà vraiment solide en termes de SEO. Donc, Mais c'est vrai que, en fait, j'ai essayé de tout faire. Ensuite, j'ai travaillé avec des freelances, j'ai recruté. Donc il y a déjà eu cette partie, je m'entoure d'agences. Ensuite, il y a eu la partie je recrute en CDI. Et ça, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, je conseille d'embaucher en CDI quand on a les fonds pour le faire, mais pas forcément de le voir comme un investissement. Parce que si on ne tombe pas sur le bon cheval, c'est compliqué et ça fait perdre beaucoup d'argent parce que les charges, etc. Vous voyez comment ça se passe. On fait un contrat. Pour défaire le contrat, c'est compliqué. Il faut que les parties soient en accord. Et en plus, il faut qu'il y ait un vrai besoin. Parce qu'embaucher pour embaucher,
ça n'a pas de sens. Quel est le besoin? Quelle est la fiche de poste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est des questions auxquelles, il faut répondre en amont. Donc, on a eu la partie agence, on a eu la partie recrutement CDI. Et aujourd'hui, honnêtement, ce que je recommanderais à des gens qui veulent aller plus loin sur le digital, à quelque niveau que ce soit du ads, de l'UX, enfin, peu importe, c'est les freelances. Moi, je maintiens, je trouve que c'est quelque chose de très bien pour la personne, pour l'entreprise, parce que les charges sont moins élevées. C'est le juste milieu, quoi. Voilà, c'est le juste milieu pour, encore une fois, une petite entreprise. Oui, dans ton cas, dans mon spécifique. cas, à moi. Et avec des freelances, moi, j'ai toujours trouvé satisfaction. Et un très bon rapport qualité-prix qui n'était pas ou moins présent sur des agences. Il a la flexibilité aussi, du coup. Ouais. Par rapport à ça, donc c'est vachement intéressant au niveau du temps. Je pense que tu peux leur donner des missions, puis quand tu n'as pas forcément de besoin d'activité. Tu as tout compris. Donc voilà, moi c'était un peu ça le parcours, m'entourer et de façon différente. Ok. Super, écoute, merci pour tout ça. Donc tu avais une stratégie initiale. Je présume qu'au fur et à mesure de l'avancée de tes différents trimestres, tu as vu évoluer. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots concernant cette évolution au fur et à mesure du temps? L'évolution, heureusement qu'il y en a une, parce que là, ça je te parle pas de ton chiffre d'affaires. Non, mais je veux dire, oui. Mais qui est lié, en fait. C'est quand même lié. Alors, l'évolution que moi j'ai vue, c'est surtout au niveau de la stratégie qu'on a choisie. Pourquoi? On a commencé avec un seul produit à 25 €. On s'est vite dit que sur du digital, 25 € en panier moyen, c'était limite. Donc, on est venu rajouter 3 autres produits 1 an et demi après. Donc, pendant 1 an et demi, le produit était seul à 25 €. On en a rajouté 3. On a augmenté le panier moyen. Oui, que tes frais d'affranchissement soient moins conséquents dans ta marge, notamment. Ouais, oui. Et après, c'est sûr qu'on crée aussi plus d'engagement, plus de curiosité, parce qu'on a plus de produits. Clairement. Donc ça, c'était important pour nous. Réajustement aussi au niveau de la cible et du message. Alors là, on a changé de site et de message et d'identité 3 vraies fois. Ok. En 3 ans. 3 versions de ton site web 3 versions. Ok. Donc à peu près une par an. Ok. Oui, donc il y a eu vraiment des évolutions en termes de stratégie. Oui. Et du coup, tu es vraiment à l'opposé de ce dont tu étais parti au départ, le cadre dynamique parisien, etc. Ce que j'allais dire. Vraiment, sur quoi tu te focalises à l'heure actuelle? Alors, en fait, c'est rigolo cette question, parce que quand on a décidé de créer Polskin avec ma mère, la première question que moi j'ai posée en bonne étudiante d'école de commerce, c'est qui est la cible? Très bien. Et ma mère, les 5 ans ont servi. Sauf qu'aujourd'hui, alors vous n'allez peut-être pas être d'accord parce que ça va un peu contre les fondements marketing. Aujourd'hui, on cible tous les hommes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ma mère, quand on a commencé, elle s'est battue pour me dire « Emmanuel, arrête avec ta cible, arrête d'être trop précise, arrête de vouloir parler à tête petite d'homme. On parle à tous les hommes, on parle au boulanger, on parle à l'agriculteur, on parle au banquier, on parle au médecin, on parle à tout le monde. » Et moi, je disais « Non, maman, t'as pas fait d'école de commerce, t'as fait médecine, tu comprends pas. » Et aujourd'hui, je reviens... Je suis de plus en plus d'accord avec elle. Aujourd'hui, on a envie de parler à tous les hommes parce que les produits cosmétiques peuvent répondre à différents stades de la vie, à plein de problématiques différentes. Et je pense que finalement, elle avait raison. Ah, mais moi, je suis totalement d'accord avec elle. Il y a souvent des exemples. C'est vrai que nous, on a été bassinés aussi avec tous les personnages, tous les fondements marketing habituels. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité où tu n'as pas de persona type. Enfin, je veux dire, tu peux très bien avoir que ce soit que des hommes ou que des femmes, mais cibler tout le monde. Je veux dire, Après, il y a quand même la phrase qui revient souvent, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Même si là, en l'occurrence, ça ne s'applique pas forcément. Mais c'est pour ça, de prime abord, on se dirait qu'il faut avoir son persona, cibler quelqu'un pour être pertinent. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, dans ton cas, ça n'allait pas forcément. Il faut tester. Et puis, il faut tester. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Et c'est ce que je dis souvent. Et ça, vraiment, je le répète. Personne ne sait si ça marchera ou pas tant que vous ne l'avez pas fait et tant que vous n'avez pas les chiffres sous les yeux. Ça, c'est clair. Moi, quand les filles, par exemple, parce qu'on est une équipe de filles, c'est pas voulu, mais on n'est que des filles. Et je dis toujours aux filles, vous ne savez pas si ça va marcher, on regarde les chiffres. Il n'y a que les chiffres qui peuvent parler. Il faut arrêter de croire que « Oh non, ça va marcher, oh non, ça ne va pas marcher ». Ça, c'est faux, par contre. Donc, tu as une approche vraiment focalisée sur les chiffres Oui. Okay. Les tendances, les chiffres, parce qu'il y a des choses que moi je pense qui vont fonctionner, qui en fait ne fonctionnent pas du tout, et des choses où je pense que ça va pas fonctionner, et étonnamment, ça marche. Donc oui, il faut arrêter de partir avec des idées préconçues, en fait. C'est ça. Okay. Test and learn. Exactement. Exactement. Ok.
Super, bah écoute, tu as plutôt bien répondu. Du coup, tu as parlé d'évolution, tu nous as décrit avec pas mal de détails cette évolution. Tu as rencontré des difficultés. Là, je me positionne comme un auditeur qui apprêterait à se lancer et qui pourrait éviter certaines, entre guillemets, erreurs, bêtises, bavues. Qu'est-ce que tu as retenu dans un premier temps de ce qu'on qualifierait d'erreur par rapport à ton parcours? Et qu'est-ce que tu ne referais pas de la même manière si tu avais ce recul? Alors déjà, je pense que pour répondre à cette question, il faut bien se rendre compte qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Moi, je les classe souvent en 2 catégories. Les gens qui prennent beaucoup de risques, qui investissent beaucoup d'argent pour essayer d'évoluer rapidement. Et les gens comme moi qui font attention à la dépense, c'est pas qu'on manque de moyens, c'est qu'on a, comment dire, que moi je fais attention à tout. Je suis quelqu'un, c'est pas que j'ai peur du risque, mais j'ai pas envie de prendre des risques inconsidérés. Donc chaque dépense doit être justifiée, et si on peut faire de façon moins chère, par exemple sur des mannequins, ça va être des amis. Pourquoi prendre des mannequins professionnels quand j'ai plein d'hommes autour de moi? Donc des erreurs, j'en ai pas faites beaucoup. Finalement, j'en suis plutôt heureuse, mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. En fait, quand on lance une entreprise, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites lumières qui s'allument partout. Ouh là là, nouvelle entreprise, pigeon en approche. C'est clair. Et là, vous êtes bombardé de mails, d'agences, de téléphones, de presse, enfin d'agences de presse, etc. Attention, on vous attise avec des beaux noms, des galas.com, des GQ.com, des machins, mais il n'en est rien. Il faut lire les petites lignes et il faut faire très attention. Je suis tombée une fois dans le panneau, je ne retomberai pas dedans. Et pour l'exemple, comme ça je peux le dire et le partager si ça arrive à quelqu'un, on a été approché par une agence de presse qui nous a dit « Vous allez passer dans Gala, vous allez avoir un article dans Gala, ça coûte... » Il y en avait à peu près pour 4 000 €. C'est vendeur. Sauf que nous, on pensait... en fait, quand on sait qu'une pub sur Gala, c'est 40 000 € sur une page, on se dit, oulala, 4 000 €, c'est incroyable. Mais en fait, on était à la fin du Gala dans un livret détachable avec tous les pigeons qui avaient répondu à l'offre. Et ce n'était pas Gala qui nous a contactés, c'était des agences de presse qui achètent un max de places et qui les revendent à des pigeons. Et ça, moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Ok. Bah écoute, c'est un super retour d'expérience et je pense que tu en mettras plus d'un en mise en garde vis-à-vis de ça. Ouais. Donc on te remercie pour ce petit épisode. Alors, par contre, tu as quand même eu du succès, tu as quand même des choses qui se sont améliorées avec le temps. Qu'est-ce que tu pourrais, si tu devais faire, je sais pas, disons un top 3 des plus belles succès. Alors je parle pas forcément de l'évolution de la marque en progression, en chiffres, etc., mais vraiment dans ton organisation, dans ta stratégie, dans la vie de ton entreprise en fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous relater? Alors déjà, ça va vous paraître un petit peu débile, mais moi, à chaque fois que surtout au tout début. Alors, vous voyez, vous lancez votre premier site. Au tout début, ça va être des amis, la famille, forcément. Et la première fois que j'ai vu une commande partir hyper loin dans le sud de la France chez quelqu'un que je connaissais pas du tout, j'étais trop contente. Bon, ça arrive plus souvent, heureusement, mais c'est sûr que au début, j'étais toute excitée. Et en fait, c'est les petites victoires comme ça qu'on oublie après. Et c'est super dommage, parce qu'en fait, c'est des trucs assez dingues. Et en fait, plus le temps avance, plus c'est jamais assez. Ah bah là, on a eu tant de commandes ce jour-là, bah c'est pas assez, j'ai pas envie de le fêter. Ah bah là, on a eu tel magazine qui a parlé de nous, c'est pas celui que je voulais, j'ai pas envie de le fêter. On fête plus les petites victoires. Et alors, si je dois résumer le top 3, je pense que la première commande qui venait de quelqu'un que je connaissais pas, j'ai adoré. Quand je vois mon meilleur client qui a sa 12e commande en 3 ans sur le site que je ne connais pas, monsieur qui est à Ludre, si vous m'entendez... Merci à vous. C'est génial. Donc pareil, ça j'adore. Première fois qu'on est présent et qu'on affiche un format vitrine dans une pharmacie, parce que nous on travaille beaucoup avec les pharmacies. Ah bah je suis passée devant 10 fois dans la semaine quoi. Là, ça fait quelque chose, je pense. Mais c'était incroyable de voir mes affiches dans des pharmacies incroyables. Et là on rentre aux Galeries Lafayette Haussmann à la Wellness Gallery et ça c'est un truc de fou quoi. Grosse annonce. Donc il y en a plus que 3 mais ça mérite. On est resté très timide sur les bruitages sur cet épisode, mais bon. Donc ça c'est en fait il y en a plus que 3 et en fait j'ai envie de vous dire il y en a tous les jours parce que un autre exemple qui me vient en tête, Fanny qui est ma commerciale qui a 23 ans, qui est arrivée, qui était un petit peu timide, un petit peu réservée.
On est rentré en négociation avec le Galec, centrale d'achat Leclerc, France. Et quand je l'ai vu négocier avec les acheteurs de la para, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est toi qui l'as formé, c'est toi qui a formé cette fille. C'est incroyable. Moi, j'ai un côté très humain où je fête aussi ces victoires-là. Là, c'était les 3 ans de Poleskine. Les filles m'ont prévu une journée, c'était Disneyland, quoi, toute la journée. Et je me dis, mais c'est incroyable, en fait, ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc, c'est pas forcément des victoires de chiffres parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs qu'on voulait. Mais des petites victoires, il y en a tous les jours, honnêtement. Et même quand il y a une mauvaise nouvelle, il y en a une bonne après. C'est pour ça que je dis toujours, c'est les montagnes russes. Ça descend, ça monte, ça descend, il faut s'accrocher. C'est le propre de l'entrepreneur, ce côté ascenseur émotionnel. Bah, c'est super. Du coup, est-ce que dans ta stratégie à venir, tu restes sur le physique ? Tu me parlais de pharmacie, des différentes signatures que vous avez pu faire, ou alors tu vas faire une emphase sur le digital ? Maintenant que tu as pu tâter les deux, que tu as les ventes qui se font sur les deux canaux, est-ce que tu veux en mettre en avant un particulièrement ? Encore une fois, il y a ce qu'on aimerait et ce qui se passe réellement. Alors moi, ce que j'aimerais réellement, c'est qu'on fasse du online, qu'on fonctionne bien parce qu'on préserve notre marge, évidemment. On s'assure du message qu'on envoie parce que c'est nous qui travaillons c'est pas de la PLV, je suis trop habituée au B2B, mais les flyers qu'on va mettre dans les colis, les cadeaux qu'on va faire à nos clients, c'est totalement maîtrisé. Donc moi, ce que je rêve, c'est de faire du online, bien sûr, et du Amazon, parce que oui, c'est important aussi. Il y en a plein qui sont contre Amazon, j'ai du mal à comprendre. Moi, je suis très pro Amazon. Ils arrivent à libérer l'entrepreneur de tâches énormes que sont la logistique, la préparation. Enfin, c'est du temps économisé pour une marge qui reste plutôt bien conservée. Donc, je rêve de ça. Mais être visible en ligne, aujourd'hui, sur le marché de la cosmétique, c'est compliqué. C'est même, franchement, un vrai challenge. Si quelqu'un veut répondre à ce challenge, je suis preneuse. Mais c'est un vrai challenge. Donc, on ne peut pas se reposer uniquement sur ça aujourd'hui. On doit faire du B2B, mais moi, j'ai envie de bien le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on refuse des clients parce qu'on ne pourra pas bien les gérer. Notre commercial, aujourd'hui, dans le Grand Est, c'est un passage tous les 3 mois dans chaque revendeur. Aujourd'hui, on en a une 60aine. Ouais. Donc, ça représente un travail monstre, mais on a envie de garder du lien, on a envie d'y aller. Donc, pour répondre, j'aimerais faire plus de online, mais dans les faits, le B2B reste une part très importante de notre stratégie aujourd'hui. Alors, je n'ai pas de clientèle dans le domaine de la cosmétique, mais je pense que le frein, notamment en termes de ads, c'est les montants qui sont mis en termes de coût par clic vis-à-vis des concurrents, des acteurs majeurs. Et du coup, si tu veux vraiment être agressive dans ce contexte-là, ça doit coûter beaucoup d'argent. Ouais, exactement. Ça coûte en fait beaucoup d'argent. Et il y a des gros acteurs. Aujourd'hui, sur le marché, des gros acteurs qui ont des stratégies un peu différentes parce qu'ils investissent massivement avec des levées de fonds puissantes. Il y a des grands groupes. Donc, c'est difficile d'avoir sa part du gâteau. Alors qu'on arrive à l'avoir, on arrive à avoir des belles vitrines. Aujourd'hui, on travaille avec Nocibé, on va travailler avec les galeries, on travaille avec Leclerc, on travaille avec des pharmaciens. Donc, c'est quand même on a réussi à faire des belles choses. Et puis, de toute façon, même si je voulais faire que du online, je lâcherai pas les gens qui ont cru en nous au début. Donc, et puis le full online, pour l'instant, c'est impensable au vu des budgets qu'il faudrait dépenser. Ouais, non, je pense qu'en termes de ads, ça va être trop difficile, trop contraignant. Il y aura vraiment un gros atout de votre marque, qui va être finalement l'inbound, c'est-à-dire vos messages, vos transmissions, le storytelling. Enfin, ça, vous le faites déjà très bien. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment pousser parce que la marque est jeune, la marque a des choses à raconter. Ton équipe pour suivre les différents réseaux de Poleskine, effectivement, il y a un vent de fraîcheur, il y a quelque chose qui est vraiment agréable et plaisant. Et il y a plein de force dans votre proposition de valeur, ce côté local, parce que tu nous as localisés, nous sommes dans le Grand Est. Vous êtes sur des produits Grand Est. Et enfin, je pense que voilà, la carte qui fera que ton pourcentage, on va dire, de vente online est clairement ce que vous faites jusqu'à présent sur les réseaux. Alors, c'est pas aussi rapide, réactif qu'une grosse campagne ads, malheureusement, si c'était des objectifs court terme. Mais la strat me semble bonne. Ouais. Donc, tout docteur que nous sommes, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller de plus à Emmanuel ? Alors, conseil, c'est vrai que ads, quand on voit les gros acteurs qu'il y a sur le marché, ça doit coûter très cher pour repasser au-dessus. Mais du coup, pour enchaîner sur notre question, on a beaucoup parlé de ads. Qu'est-ce que tu as mis en place comme autre action pour développer ta visibilité, notamment digitale ? Je poursuis, comme Jérôme le disait, pas mal ce que vous faites de votre côté sur les réseaux sociaux. Vous êtes très présent sur LinkedIn. Tu parlais de TikTok aussi. Est-ce que tu peux développer un peu sur ce que tu fais, où vous êtes présent ?
Alors en fait, nous, au début, on a voulu ouvrir beaucoup de réseaux sociaux. Et on s'est vite rendu compte qu'il vaut mieux en avoir moins, mais de mieux faire. Donc d'être plus régulier et plus percutant. Okay. Moi, je dis toujours aux filles, si vous avez rien à dire, ne dites rien. Ouais. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le bien. Parce que des fois, on a des choses à dire, mais elles ressortent mal. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on a conservé Instagram et Facebook. On a fait le choix d'en faire une vitrine. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on alimente plus régulièrement. On n'alimente plus le feed Instagram régulièrement. On a 12 posts qui récapitulent l'histoire de Polskin. Donc vous pouvez retrouver à quoi ça sert, tous les produits, des stories permanentes par produit, nos points de vente, où vous pouvez nous trouver. Et on va mettre des stories quand on a quelque chose à dire. Là, par exemple, j'ai envie de parler du podcast, je vais le faire en story. Mais on va plus prendre la parole juste pour prendre la parole. Ouais. Donc ça, c'est Instagram et Facebook. TikTok, on n'a pas encore craqué TikTok, Okay. mais on essaye, on poste très régulièrement. C'est Orlane qui s'en occupe et qui se donne vraiment. Un petit peu compliqué aussi de remonter parce qu'on teste beaucoup de choses. Je pense que mon défaut un petit peu, c'est de vouloir aller trop vite. De ne pas laisser les choses s'ancrer dans le temps et de dire « Ah bah ça ne fonctionne pas, on va faire autre chose Ouais, okay. ». Donc ça, j'apprends à laisser un peu les choses... avoir leur temps. Du test Exactement. and learn, clairement. Parce que tu peux tester, mais si tu ne te laisses pas ton temps d'apprentissage, Voilà, bah, c'est ça, ouais. t'auras pas Exactement. Et après, moi, j'adore LinkedIn. Pourquoi Ah bah. Parce que LinkedIn, je trouve que c'est un réseau. Alors, franchement, en ce moment, les posts de « avec 1000 euros, je fais 1 million, j'ai tout plaqué, j'ai une vie de rêve », franchement, je trouve qu'on ment un peu aux jeunes aujourd'hui. Clairement. Il y a deux facettes. Il y a vraiment, comme tu dis, des gros menteurs. Les SMIC LinkedIn, Oui, par voilà, exemple. le fameux SMIC LinkedIn à 10 000 euros par mois. Et il y a la réalité de ce que vivent beaucoup d'entrepreneurs, la majorité. Mais qui est moins visible, Ah bah oui, malheureusement. Exactement, ouais. Bien sûr. Et nous, ce qu'on essaye de faire sur notre LinkedIn, en tout cas, c'est de montrer les backstage. Donc, en gros, comment ça se passe quand on prépare des grosses commandes, comment ça se passe quand on a un partenaire. Je valide. Comment on fête nos 3 ans, par exemple, c'est super bête. C'est des photos qui sont pas belles, c'est pas léché, c'est rien du tout. Mais c'est nous, quoi. Ouais. C'est authentique et social. C'est et clairement, authentique, ouais. c'est ce que... Une partie de ta clientèle à venir, finalement, parce que tu vois, cette Gen Z, on n'a rien à fiche de prod super léché, on n'a rien à fiche que tu me vendes ton produit, que tu me fasses une promo. Par contre, ils veulent de l'authenticité, ils veulent connaître tes valeurs, ils veulent connaître ton engagement RSE, j'en passe en fait. Mais voilà, cette notion d'authenticité que vous développez également sur LinkedIn, là où on a tendance à embellir la mariée, comme tu l'évoquais, ou carrément mentir, je pense que c'est la bonne strat, clairement. C'est ce qu'on avait évoqué sur les épisodes précédents. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, vraiment le côté authentique. Enfin, moi, je sais que c'est vrai qu'il y a une petite hype autour de ça ces derniers mois. Et je trouve ça trop bien de justement voir les backstage, arrêter de mentir, de mettre que les beaux trucs en avant, d'avoir vraiment la réalité. L'entrepreneur, des fois, tu galères, tu partages quand tu galères, quand ça marche, tu partages aussi. Et je trouve ça trop bien le côté authentique, vraiment. Je sais pas, ça alimente une sorte de curiosité chez tout le monde et je trouve ça hyper intéressant. Je pense que c'est un conseil que j'ai envie de donner et que moi, on m'a pas assez donné. Vraiment, c'est être soi-même. Et là, ça va vous paraître super con ce que je dis. Tout le monde, ouais. Mais en fait, être soi-même, parce que pourquoi on vit dans une société où on va te dire non, tu fais pas assez, c'est pas assez masculin votre com. Non, mais toi, t'es trop comme ci. Non, mais toi, t'es trop comme ça. Et en fait, quand on est jeune, quand on se construit, aujourd'hui, j'ai bientôt 31 ans, donc l'eau a coulé sous les ponts. Mais moi, j'ai une personnalité, si vous me connaîtriez dans la vraie vie, j'ai une personnalité assez exubérante presque, très authentique, très moi-même. Je suis quelqu'un qui ne ment jamais, qui dit tout ce que je pense. Et des fois, j'ai tendance à me restreindre en me disant mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais qu'est-ce que machin. Et en fait, maintenant, plus ça avance, et là, sur ces 6 derniers mois, je me suis dit, bah non, t'es comme ça, t'as envie de dire ça, t'as envie des fois de pousser des coups de gueule, et ben je pousse des coups de gueule. J'ai envie de m'assumer complètement avec mes différences, parce qu'on est tous différents. On a tous des trucs un peu plus chelous les uns que les autres. Et justement, il ne faut pas en faire une faiblesse, il faut en faire une force. Et moi, je me bats avec ça. Je dis aux gens maintenant, soyez vous-même, ne vous inventez pas une vie, ça ne sert à rien. Pour rebondir là-dessus, c'est un truc que j'ai écouté de Théo Lyon, donc on va refaire une petite dédicace. Parce que là, je regardais des vidéos YouTube sur comment faire avec TikTok. Et en fait, il a dit, faites de vos faiblesses une force. Et il a donné l'exemple de Ryanair. Et j'ai adoré, pourquoi ? Parce qu'ils ont fait parler l'avion avec tous les clashs que les gens pouvaient faire sur Ryanair. C'est de la merde, j'ai pas de place pour mes jambes, c'est nul. Ryanair s'est dit, on va en faire notre TikTok. Et c'est incroyable. Et en fait, c'est vraiment ça. Même maintenant, dans la vie, on apprend aux filles à avoir une bouche comme ça, des fesses comme ci. Non,
vous avez un truc un peu moins ouf, bah c'est pas grave, ça va devenir stylé. Et je pense qu'il faut être soi-même. Si vous êtes quelqu'un d'un peu péteux, c'est pas grave. Jouer la carte du mec un peu péteux sur les réseaux, c'est pas grave. Il faut juste arrêter de se travestir et de s'inventer une vie. Ça devient fatigant, vraiment. Soyez authentique. Exactement. Ouais, mais c'est pas facile. Hein. Non, C'est je pas m'imagine. facile. Loin de là. Loin de là. On reste des communicants. On veut la maîtriser tout en gardant une authenticité. Emmanuel, proposition de valeur, apport de valeur 1000% sur ce podcast. Moi, j'ai envie de te remercier grandement par rapport à tout ça. Il y a eu du retour d'expérience, il y a eu des conseils, il y a eu de la recommandation, il y a eu des erreurs que tu nous as transmises en toute transparence, des succès que tu nous as également transmis. Donc, je pense que ça peut être une bonne source d'inspiration pour les gens qui envisageraient de se lancer sur du online. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Bah, bien sûr. Oui, alors ça c'est quelque chose de très important et qui est très dur à faire aussi. Et en fait, c'est un peu con ce que je vais dire, mais moi j'essaye de faire évoluer mes filles autant sur le plan professionnel que personnel. Parce que tout est question d'équilibre. Être entrepreneur, c'est bien. Aimer son travail, c'est bien. Être au taf de 7h à 21h, c'est pas stylé. C'est pas stylé du tout. Ce qui est stylé, c'est d'avoir un équilibre. C'est de travailler sa vie amoureuse, sa vie amicale, sa vie familiale et son travail. Tout est question d'équilibre. Il faut arrêter aussi de se comparer. Et moi, j'ai du mal à le faire. Ah, je suis la première. Hein. C'est-à-dire que je vais avoir envie de changer la bannière du site. Je vais aller voir les concurrents. D'accord. Mais non, tu vas voir les concurrents, donc tu manques d'authenticité, puisque tu vas recopier forcément ce que va faire ton concurrent. Et ça, honnêtement, si j'ai un conseil à donner, c'est essayer de vous mettre un peu dans votre bulle d'authenticité. Donc, vous créez une bulle autour de vous où c'est vraiment... Vous êtes vous-même. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de mettre sur ma bannière ? En fait, on n'apprend plus à réfléchir par nous-mêmes parce qu'on est tout le temps... j'ai vu ça, les réseaux, Théo Lyon a dit ça, YouTube a dit ça, etc. Et ils disent des choses hyper pertinentes. Mais c'est lui qui le dit, c'est pas vous. Donc, ces conseils, ils sont cool. On ressort la bulle d'authenticité, on re-rentre dans sa bulle et on arrête de se comparer parce qu'on compare toujours des pommes avec des bananes. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, par exemple, j'ai tendance à me comparer avec un gros acteur du marché qui est Horace, qui est une très belle marque, qui fonctionne bien, mais ce n'est pas moi. Ouais. Nous, on n'a pas fait de levée de fonds, c'était pas le choix qu'on a fait. On n'a pas la même com, on n'a pas les mêmes produits, on répond pas aux mêmes attentes des clients. Alors pourquoi aller toujours regarder ce qu'ils font eux ? Je pense qu'il faut vraiment réussir à sortir de ce truc-là et à être authentique. Soyez authentique. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Amen. Magnifique. Bah écoute Emmanuel, franchement un grand merci pour tout ce que tu viens de nous délivrer, c'est rempli de valeur. Les garçons, un retour pour Emmanuel ? Bah, clairement, merci beaucoup, notamment pour la bulle d'authenticité, parce que c'est vrai que c'est vraiment très important, on l'a vu, hein, on en a parlé dans les épisodes précédents, l'authenticité, retenez vraiment ça. Et puis bah, encore une fois, merci beaucoup, parce que c'était plein de valeurs, plein de conseils, donc c'est vraiment top. Ouais, un grand coup à jouer, je pense, sur l'authenticité pardon, aussi. Et puis, à voir ce que Polski nous délivre dans les prochains mois. On a parlé de gros teasers. À voir, on va suivre ça de près. Alors, naturellement, Polski, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, vous retrouverez toutes les informations, le site web ainsi que les réseaux sociaux en commentaire de ce podcast. Si on allait gentiment vers le mot de la fin. Allez, à tout seigneur, tout honneur. Emmanuel, ton mot de la fin ? Kiffer. Je valide. Pas mal. Je peux expliquer pourquoi ou pas ? Bien sûr que tu peux. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la vie, il faut prendre conscience que ça passe quand même, qu'il y a des choix à faire, des choix importants, mais qu'il faut kiffer. Il faut se lever le matin. Il faut kiffer, peu importe ce qu'on fait. Il faut trouver du bien dans tout. Il faut s'amuser. Donc, kiffer, vraiment. Waouh. C'est magnifique. Tu vas où j'y vais ? Tu peux y aller. Authenticité. J'en étais sûr. Voilà. J'avais pour ça que je pré-shot posais la question. et équilibre. Ok. Ou comme tu en as parlé, l'équilibre. Jérôme, un mot un peu Ok. fun. Un mot un peu fun ? Décalé. Décalé ? Non, je pense que je vais partir sur fraîcheur. Ok. Très bien. Fraîcheur par rapport à tout ce que tu as pu apporter, par rapport à ton produit en lui-même, qui est directement lié à ce mot. Et puis voilà, ça change de Et à bisous. moi ? Et à toi, naturellement, Emmanuel. Merci. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci à nouveau, Emmanuel, à toi de t'être rendu disponible pour ce podcast. Merci à vous, j'ai adoré. À la semaine prochaine. Bisous à tous. Bisous. Salut. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là,
prends bien soin de toi.